On doit tous continuer à apprendre. Parmi mes maîtres, Christian de Pertuis, avec ce magnifique ouvrage Carbone fossile, carbone vivant, je vais juste en lire un extrait vraiment assez long, mais je vous invite à l'écouter, il m'a passionné. Et en page 201, il nous explique que notre allié est la loutre de mer. Donc la loutre de mer est le plus petit mammifère marin présent le long des côtes du Pacifique Nord. Contrairement à ses congénères vivant dans les eaux froides, elle ne dispose pas d'une épaisse couche de graisse qui facilite sa régulation thermique. Elle est donc protégée du froid par l'un des pelages les plus denses du règne animal. Évidemment, l'intérêt économique de sa fourrure a bien failli causer son extinction. Les trappeurs commencèrent à exploiter commercialement le filon dès le début du XVIIIe siècle en traquant l'animal le long des côtes russes. Les fourrures étaient écoulées en Chine et en Europe. L'activité changea d'échelle après 1850 avec la cotation des fourrures sur le marché des matières premières à Londres, qui devient la plaque tournante du commerce international. L'offre peinant à suivre la demande, la hausse du prix des fourrures incita au déplacement des aires de capture vers l'est. Le détroit de Bering fut franchi. Les côtes de l'Alaska faisant à leur tour l'objet d'une surexploitation, les volumes s'effondrèrent. Une division par 10 des volumes traités sur le marché de Londres entre 1885 et 1900. La pénurie d'offres attisant l'envolée des cours, les trappeurs commencèrent à s'attaquer à des stocks encore plus fragiles en descendant le long du Pacifique jusqu'en Californie. En déplaçant les aires de capture à mesure de l'épuisement des stocks d'animaux, on se dirigeait vers une extinction totale de l'espèce. Pour éviter l'effondrement final, un traité international, le North Pacific Fur Seal Convention, a été signé en 1911 entre la Russie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni pour le compte du Canada, prohibant la traque de l'animal. Ce fut l'un des premiers traités internationaux de protection de l'environnement qui sauva probablement l'espèce, alors ramenée à moins de 2000 survivants. On estime aujourd'hui la population de loutres de mer entre 100 000 et 150 000 individus, soit les 2/3 de la population d'avant la grande prédation. L'espèce est encore soumise à des prédations humaines, braconnage, prise accidentelle dans des filets de pêche, marée noire, pollution côtière, etc. et animale, en particulier les orques et les requins blancs. Certaines populations, notamment dans l'archipel aléoutien, au large de l'Alaska, subissent à nouveau un déclin. Pour maintenir sa température corporelle à 35 degrés dans les eaux froides, la loutre de mer ingurgite quotidiennement jusqu'au quart de son poids. Carnivore, elle se nourrit principalement de petits crustacés, d'étoiles de mer et surtout d'oursins. L'oursin est un gros mangeur d'algues. Sitôt que la loutre disparaît, il prolifère au détriment des ressources en algues. Par ses prédations, la loutre exerce un rôle régulateur sur la population d'oursins et protège les kelps, c'est-à-dire ces forêts de varech sous-marines dont est friand l'oursin. Or, ces forêts stockent de grandes quantités de CO2. Les chercheurs de l'Université de Californie ont estimé que la présence de la loutre accroît d'un facteur 12 la capacité de stockage du CO2 de ces écosystèmes marins. La loutre de mer est donc un allié précieux pour protéger, voire renforcer l'action du puits de carbone océanique. La régulation de la population d'oursins par celle des loutres illustre un mécanisme que les chercheurs appellent les cascades trophiques. Le phénomène a été décrit dès 1949 par l'écologue américain Aldo Leopold, qui observe la prolifération de la population des cerfs, un autre herbivore, à la suite de l'élimination du loup, son prédateur naturel. Dans le milieu naturel, la régulation d'une population résulte de multiples interactions
souvent liées aux mesures et aux ressources accessibles, la nourriture, l'habitat. Mais il faut compter avec ces prédateurs. Les cascades trophiques révèlent le rôle des carnivores à l'amont des chaînes alimentaires dans la régulation des populations d'herbivores vivant sur les continents ou dans les océans, à l'instar de l'oursin. Ce mécanisme peut avoir un impact sur la capacité de la nature à stocker le CO2 de l'atmosphère, comme l'explique Oswald Schmitz dans son ouvrage The New Ecology. La prolifération d'oursins, consécutive au déclin de la loutre de mer, altère localement le fonctionnement de la pompe à carbone océanique. Protéger la loutre est donc une action qui se justifie au-delà de la valeur qu'on peut donner à telle ou telle espèce par l'objectif climatique. Le long de la côte de Colombie-Britannique, dans l'ouest canadien, la réimplantation de la loutre a été un succès et la restauration des kelps permet à l'écosystème côtier de stocker chaque année l'équivalent de 6 à 10% des émissions de CO2 de la province. Mais ce bénéfice climatique n'apparaît nulle part dans l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre que le Canada doit établir chaque année et soumettre aux Nations Unies dans le cadre de l'accord de Paris. Voilà un extrait de ce magnifique livre pour mieux comprendre un exemple de l'importance de la biodiversité dans la chaîne de l'effet de serre et du CO2.